Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 33e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Damien Tabillon. Né en 1988 à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, Damien Tabillon vit aujourd'hui à Périgueux. À côté de son travail de professeur agrégé de philosophie au lycée et chargé de TD à la faculté de philosophie Bordeaux-Montaigne, Damien Tabillon écrit. Au fil de sa plume naissent des journaux de rêve, des cahiers philosophiques et un roman en cours de rédaction. C'est un extrait de ce dernier qui s'intitulera « Dans le bleu du monde » que je vais vous lire. Bonne écoute. Dans le bleu du monde, grand teint, petit teint, l'été. Sans le savoir, Olivier s'éveillait. Il entr'ouvrait lentement les yeux sous la voûte étoilée, aussi ignorant de lui-même que des cieux. Incapable de distinguer le dedans du dehors, l'avant de l'après, il n'avait ni le sentiment de sortir d'un songe, ni celui de revenir à la réalité. Se réveillant à son insu, il émergeait des abysses silencieuses de son âme, où le sommeil l'avait plongé, pour s'immerger dans les abîmes muets du monde. Il basculait, sans vertige, du tréfonds obscur de son être vers les profondeurs ténébreuses de l'être. Un ray lucide sourdit de la brèche de ses yeux, plus discret que la première lueur de l'aube. On eût dit que la conscience d'Olivier le devançait, comme le jour éclos avant le soleil. Plus tard, pourtant, le jeune homme devait se souvenir des premiers instants de cet éveil nébuleux. Pour l'heure, ses yeux s'ouvraient de leur propre chef, dévoilant un regard impersonnel aussi vacant que l'univers qu'il reflétait. Les eaux du sommeil livraient sans violence Olivier à la rive du réel. Aussi vierge de mémoire qu'un nouveau-né, il abordait le monde comme pour la première fois, dans le silence d'avant l'aube, dans une ambiance d'avant l'homme. La nuit était noire d'étoiles. Or, à ses yeux, le ciel n'était pas encore le ciel. Les astres que le jeune homme connaissait si bien à l'état de veille y croisaient en tous sens leurs feux anonymes. Rien n'était distinct. Tout précédait son nom. Olivier, lui-même, était loin de se souvenir du sien. Immobile, sans la moindre pensée, il ne se sentait encore ni âme ni corps. Malgré ses yeux grands ouverts, il n'était que vision naissante. Les rayons de son regard, ignorant de leur source, franchissaient d'un trait le volume de l'univers. Il traversait aveuglément le vide pour s'aller mêler aux lueurs diffuses des astres. Aussi, Olivier s'identifiait-il sans réserve au visible. Ne sachant point qu'il voyait, il était ou devenait ce qu'il voyait. Sa conscience coïncidait avec les cieux dans une indivision première. Il ne fallut pourtant qu'un battement de cils pour que le jeune homme ressentît à nouveau son corps et se différenciât du reste. Mais ce renouement avec lui-même demeurait confus, son divorce d'avec le monde imparfait. En effet, Olivier déploya naïvement le bras vers la voie lactée comme s'il eût pu toucher les étoiles. Ce faisant, il eut l'impression de repousser violemment les astres, ou de les voir filer vers les confins du firmament. Ainsi donc, les étoiles qu'il avait prises pour des annexes de son corps se révélaient-elles au dernier point inaccessible. En refermant la main, Olivier n'empoigna que de l'ombre. Le bras tendu, il achopa sur le vide comme on se heurte à l'impossible. L'échec de son geste, aussi spontané qu'insensé, précipita alors le réveil. Comme un éclair qui fend la nuit, en scindant les cieux en deux, l'étonnement déchira son âme du monde. Aussitôt,
Olivier fut pris de vertige face à l'espace universel. Qu'était ce prodigieux afflux de présence? Comme s'il eût assisté à une éclosion monstrueuse, il crut voir les cieux déployer d'un seul coup leur ampleur inhumaine. L'univers parut se dilater instantanément devant lui, au-delà de toute mesure. Ainsi, Olivier redécouvrait-il, dans la fraîcheur du réveil, combien le monde est invraisemblablement vaste. Couché à plat dos sur la terre, il plongeait des regards effarés dans l'abîme étoilé, et ne pouvait se défendre de voir dans cette vérité béante un mystère insondable. L'univers, il est vrai, exposait à plein son énorme existence. Les étoiles muettes, à l'unisson, clamaient son omniprésence à toutes les profondeurs. Mais cette évidence même, qui s'imposait à lui avec le poids infini de la réalité, équivalait pour Olivier à une invincible énigme. Un second vertige creusa le premier, car ces cieux qui apparaissaient sans fond donnaient aussi à Olivier l'impression d'être sans âge. La lumière qui les irradiait lui semblait aussi bien immémoriale qu'impérissable, comme si ce grand tout qu'il sentait lui préexister et devoir lui survivre avait toujours été et serait toujours. L'étonnement d'Olivier reflua alors sur lui-même. Tel un immense memento mori, l'infini du firmament, avec son air d'éternité, venait de raviver chez le jeune homme le sentiment de sa finitude. En même temps qu'il se sentait vaguement provenir de tout ce monde, Olivier se souvenait qu'il était voué à mourir, à l'instar de ses familiers dont l'existence lui revenait ici en mémoire. Ainsi, les grandes vérités l'assaillaient-elles en rafale. Au pic de son éveil, il atteignit le comble de la lucidité. Quant à la mort, elle s'annonçait à lui comme la perte inévitable, aussi certaine qu'incompréhensible, de cette même conscience de soi et de toute chose à laquelle Olivier, en se réveillant, renaissait. Tout ce réveil n'avait duré qu'un instant. À la faveur d'un second battement de paupières, le monde avait recouvré son air familier, et Olivier le sentiment épais et habituel de lui-même. Comme on se fie à nouveau à la terre ferme juste après un séisme, il considérait la splendeur immobile des cieux sans l'ombre apparente d'un trouble. Pourtant, en son fort intérieur, Olivier se défiait de ce retour à la normale. Ce qui ne l'étonnait plus avait-il cessé d'être étonnant? Mieux réveillé, n'était-il pas moins lucide? L'évidence lui faisait l'effet d'un voile, et Olivier se sentait d'autant plus loin du vrai que la réalité lui semblait moins étrange. Le campeur venait donc de se réveiller à 700 mètres d'altitude, sur la crête du plus haut mont de la région. Un ciel absolument pur, sans nuages et sans lune, le surplombait. Il comprit à l'arrangement des constellations, comme à la noirceur extrême de la nuit, que celle-ci touchait à sa fin. Il en conclut qu'il avait dû dormir 4 ou 5 heures et s'étonna de se réveiller tel qu'il s'était endormi, sur le dos. D'instinct, Olivier tourna la tête vers l'est. L'horizon y était sombre encore, mais les tout premiers bleus de l'été n'allaient pas tarder à poindre, en ce jour de solstice. Hakan reposait côté nord. Les deux amis, qui aimaient dormir à la belle étoile, avaient passé la soirée au sommet de la colline, autour du feu. Ils avaient cependant veillé beaucoup moins tard que d'habitude, ayant fêté la nuit précédente au village l'arrivée de l'été. Olivier, qui avait le visage et les bras hors de son sac de couchage, sentit tomber l'humidité de fin de nuit sur eux. Par chance, les braises scintillaient encore. Il entr'ouvrit le foyer, dont les pierres étaient encore tièdes, et la joue à même l'herbe raviva le feu d'une seule haleine. Le jeune homme promenait un long souffle caressant sur le tapis incandescent des braises.
Des flammes en jaillissaient telles des bêtes affamées qu'on libère de leur cage. Elles bondissaient sur les carcasses d'arbres qu'elles léchaient comme des prédateurs rognant les restes d'une proie. Bientôt, le feu dévorait avec avidité les branches crispées. Un lent sifflement plaintif s'échappait du bois comme un râle d'agonisant. Réchauffé, Olivier se rendormit en contemplant les flammes vives dont les ondulations véloces débordaient son regard. Un beau soleil de midi illuminait la crête. Cependant, Olivier aperçut un éclair zébrer l'azur. Il comprit à ce signe qu'il rêvait. Incrédule, il se tourna vers Hakan. « Toi qui aimes mes rêves lucides, en voilà un beau. Et cette fois tu en es. D'ailleurs, je m'adresse à toi tout en sachant pertinemment que tu n'es qu'une réplique aussi irréelle que le reste. Cela dit, ton double onirique est d'une ressemblance parfaite. » Le personnage d'Hakan, d'abord troublé de se voir ainsi démasqué, redoubla bientôt d'aplomb. Il tenta de rationaliser l'événement qui avait conduit Olivier à prendre conscience qu'il rêvait. Ainsi lui fit-il remarquer qu'un éclair en plein jour n'était nullement chose impossible, a fortiori par un temps aussi orageux. Le rêveur, ébranlé dans sa conviction, leva les yeux au ciel. La météo s'avérait en effet contrastée. La moitié de la voûte était bleue, l'autre chargée de nuées. « Peut-être, » répondit Olivier en levant la main, « mais regarde !» À ces mots, un éclair se grava dans sa paume. Le rêveur y vit une nouvelle preuve qu'il rêvait. Cependant, l'autre défendit encore une fois le rêve, comme s'il y allait de sa propre survie. Il s'empressa de convaincre Olivier en levant à son tour le bras que cet éclair incarné n'était qu'une allusion à sa cicatrice, souvenir d'un incendie tragique au cours duquel Hakan, encore jeune homme, avait perdu Nour, sa fiancée d'alors. Les arguments de son ami, d'apparence rationnelle, avaient rendu Olivier perplexe. Il se souvint alors, toujours en songe, que les rêveurs lucides les plus aguerris recouraient en pareille situation à des critères de vérification tout personnels. Il lui fallait donc une clé propre pour s'assurer et prouver à Hakan qu'il était bien en train de rêver. Aussitôt, Olivier déclara « Si je lève les yeux au ciel et qu'il est rouge, c'est que je rêve. » Le rêveur renversa la tête et vit la voûte azurée virer tout entière au rouge, comme en un vaste fondu. Il en éprouva une indicible joie où, au plaisir d'avoir accompli une prouesse, se mêlait un ravissement esthétique face à son propre songe. Puis, comme il sentait venir le réveil, Olivier, conscient d'agir à travers sa propre version onirique, adressa un salut amusé à son compagnon de rêve, dont il n'était plus dupe de la réalité. Le personnage d'Hakan, décontenancé, fit alors bizarre figure, avant de se dissoudre avec le songe. Au réveil, l'horizon avait changé. Un fil d'aube venait d'entailler la nuit. Cette fois, les paupières d'Olivier s'ouvraient en même temps que celles du jour. Il se retraça son rêve, qu'il se promit de raconter plus tard à Hakan. Pour l'heure, il fallait se lever, car Olivier tenait à honorer d'un bout à l'autre le plus long jour de l'année. Entre les deux hommes, le brasier n'était plus qu'un tas de cendres indifférenciées. Du reste, les premiers rayons du soleil allaient bientôt réchauffer Hakan. Olivier ne connaissait d'ailleurs pas de réveil plus tendre, si ce n'est celui d'un enfant sous les patientes caresses d'un parent. Il revêtit son linge en lin, chaussa ses espadrilles, puis roula négligemment son duvet d'été dans sa housse. À cause des éclats de braise, son sac de couchage était aussi criblé de trous que le ciel d'étoiles. Ces stigmates, qui dessinaient eux aussi des constellations, témoignaient des nombreuses nuits que le jeune homme avait passées dehors, près du feu. Avant d'aller voir le levant, il jeta un dernier regard sur sa place de campement. L'herbe avait gardé l'empreinte de sa silhouette, et Olivier la fixait comme on médite sur son ombre. Il songeait aux expériences étrangement clairvoyantes qu'il venait d'y faire, l'une en se réveillant, l'autre en se rendormant. Sur ce, il s'éloigna à pas muets, laissant son ami à son dernier sommeil.
Hakan habitait un chalet situé légèrement en contrebas de la crête, au haut du versant ouest. Olivier s'y dirigeait à travers l'obscurité afin de se délester de son matériel de campement. En approchant du gîte, il s'étonna d'entendre les ronflements d'ours de Cortot. Les murs en pierre du refuge étaient pourtant si épais. En entrant, Olivier fut plus amusé encore. Le ronfleur était abandonné à sa couche rustique dans une pose vraiment négligée. Cortot était un enfant d'environ 10 ans. Pour une raison que seuls les responsables du foyer connaissaient, il n'avait pas grandi avec les autres orphelins du village. On l'avait plutôt confié, dès après sa naissance, à un vieux couple sans enfants qui habitait un village voisin. Tout bienveillants qu'ils étaient, les 2 retraités n'avaient jamais trop su apprivoiser Cortot, tant sa nature était sauvage. Vers 6 ans, l'enfant fugua. Comme un animal élit d'instinct un territoire conforme à sa constitution, Cortot s'était réfugié sur le mont. Il s'était caché quelque temps dans les bois et avait souvent rôdé autour du gîte. Depuis que Hakan l'avait recueilli, on s'était résigné à le laisser vivre là-haut, aux côtés du peintre. Après ce détour par le chalet, Olivier regagna la crête. Il la longea du sud au nord, l'œil rivé au point du jour. Arrivé au plus haut du mont, il escalada un gros rocher avec une adresse consommée, comme si l'on eût connu les moindres prises. Le promontoire, qui avait l'air d'un feu minéral incliné par le vent, s'arrachait vers l'est et offrait la meilleure vue qui fût sur le soleil levant. Olivier s'assit en tailleur à la pointe du roc qui dominait la forêt. Ainsi suspendu entre ciel et terre, il contempla les premiers bleus du monde. L'heure était baptismale. D'innombrables chants d'oiseaux s'enlevaient des cimes, s'éployant dans l'air comme une ode à l'aube. Cette ferveur animale toucha Olivier. Il se sentait fraternisé avec ce peuple invisible des bois qui chantait, s'envolait, comme si un seul essor à cette heure eût à leurs yeux souillé le ciel. Ainsi, le jeune homme écoutait-il religieusement le chœur des oiseaux. Juché au-dessus d'eux, il se joignait de toute son âme à leur accueil joyeux du jour. Une timide brise matinière se leva. Le vent souffla au visage d'Olivier l'haleine mêlée des arbres. Aussitôt, une marée de frissons lui remonta de la base du dos jusqu'au haut des joues, avant de se sublimer en larmes. Ne se sentant aucune émotion particulière, Olivier s'étonna de ses pleurs, qui ruisselaient tout seuls de ses yeux verdis par le clair de l'aube. En réalité, il souriait, sans le savoir, l'air ravi. De l'aube à l'aurore, Olivier rêva plus qu'il n'observa la grande métamorphose du ciel. Après avoir lacéré la nuit, le jour lui arrachait par brassées ses étoiles. Il la dépouillait de ses constellations comme on dénude une reine de ses colliers de pierres précieuses. Au milieu de ce combat solennel du bleu et du noir, où les astres disparaissaient par milliers, Vénus, seule, maintenait une splendeur intacte. Le dernier joyau du ciel brillait d'un éclat sublime dans le petit matin. La planète semblait même s'irriter entre les mains ennemies du jour et de la nuit, qui se la disputaient âprement. Au front de l'horizon, comme tiraillée par un conflit de loyauté, elle tenait en respect les 2 lignes adverses. Mais la frontière du matin était mobile, et lorsqu'enfin le jour déborda la nuit, Vénus vacilla dans le levant livide. L'étoile du berger s'étiolait dans l'aurore, et Olivier dut bientôt forcer le regard pour la voir perler comme une larme instable au bord des longs cils blancs du jour. Ainsi, la nuit s'estompait-elle, tel un rêve merveilleux dont un dieu se réveillerait à contre-cœur. Enfin, le jour ouvrit en plein ses paupières et découvrit son œil rouge. Le soleil dominait déjà l'horizon. Les oiseaux, dont les chants se mêlaient aux autres bruits du jour, s'élançaient à qui mieux dans le ciel bleu tendre.
Olivier se releva et s'étira souplement, épousant de toute sa silhouette l'ample voussure du monde. N'ayant point de témoin, il arrosa la canopée d'un long trait fumant d'urine blonde, surprenant un jeune chevreuil qui broutait sous la voûte verte. Puis il tourna le dos au soleil, qui ne pouvait déjà plus se regarder fixement. Olivier regagna l'autre bord de la crête. Avant de redescendre au village, il s'arrêta un instant pour embrasser du regard les vastes plaines de l'ouest. En bas, près du lac minuscule, un champ d'un bleu végétal inouï le subjugua, comme un carré d'azur tombé sur la terre. Olivier comprit que la parcelle de l'un était en fleurs. Ainsi donc la terre, par endroits, rivalisait-elle avec le ciel. À l'inverse du versant est recouvert de forêts, le flanc ouest du mont paraissait presque aussi nu qu'une lande. Prairies et pâturages s'y échelonnaient jusqu'aux bois serrés de pins noirs qui habillaient la base de la petite montagne. L'œil aigu, Olivier sonda la sente sinueuse qui serpentait au milieu d'arbustes épars jusqu'à la lisière de la forêt. Il eut alors envie de dévaler la colline d'une seule traite, comme si le jeu devait prendre le relais de la contemplation. Il inspira une grande bouffée de vent, puis s'élança à pleine voile dans les fins lacets de la descente. Olivier caracolait dans la pente claire, comme un cabri. À cette vitesse, le sentier pédestre ressemblait davantage à un ruisseau de terre et de pierre. Un flot de perceptions affluait au sens alerte du jeune homme, mais sans le déborder. Dans ce sol accidenté, des prises inespérées, rochers ou racines s'offraient à brûle-pourpoint à ses pas à l'est. La course était grisante, car l'instinct le menait au moins autant que l'agilité. Olivier foulait çà et là le thym serpolet tout juste en fleurs, effarouchant bien des abeilles et même quelques papillons, dont un azuré du serpolet qui lui effleura la joue. Le garçon arrachait à la volée des brins de l'aromate sauvage qu'il respirait et mâchait avec délice. Ses sensations éclipsaient ses pensées. Cette allègre dégringolade l'enivrait comme l'ivresse motrice éprouvée dans certains rêves d'aisance. À l'orée des bois, Olivier reprit son pas habituel, flegmatique. En traversant la forêt sombre qui chaussait le mont, il dépassa l'humble cabane des deux cantonniers et salua au passage Julien, le fils, qu'il avait aperçu. De retour à la lumière, la charmante propriété de madame Valois accueillit son regard. Violaine était une femme d'âge mûr, veuve depuis plus de 15 ans. Elle vivait tout à fait au pied du mont, dans la demeure héritée de son défunt mari. Elle en était à déposer un plateau comble sur sa table de jardin quand elle vit Olivier sortir des bois et longer la clôture. Elle l'invita aussitôt à se joindre à elle. Comme il hésitait, elle lui fit remarquer que le petit déjeuner qu'elle s'était préparé était beaucoup trop copieux pour une femme seule. L'hôtesse prit alors un air si irrésistible que, bien qu'il eût coutume de jeûner le matin, Olivier se laissa tenter. Un peu honteuse de le recevoir en robe de chambre, madame Valois se confondit en excuses en lui ouvrant le portillon. Mais le jeune homme faisait fi de ce genre de convenance et argua qu'il devait lui-même encore sentir le feu de camp. Ce n'est pourtant pas ce qui frappa Violaine. Au contraire, les mots d'Olivier lui parvenaient auréolés d'une suave odeur de thym sauvage. Son beau regard brun-vert lui fit également impression. Les yeux d'Olivier étaient de ceux qu'on n'admire que dehors, par beau temps. Et cependant, si près qu'elle fût de lui et si profond qu'elle le regardât avec ses yeux noirs comme la nuit, Violaine avait à nouveau le sentiment d'échouer à sonder le regard clair du garçon. Au moment de lui servir le thé, madame Valois se souvint que son hôte aimait mieux le café. Olivier, tout en se passant la main dans les cheveux pour affecter la gêne, accepta volontiers qu'elle se mît en peine pour lui. Sa moue amusa Violaine, qui se dirigeait déjà vers la cuisine. À l'image du jardin, l'intérieur de la maison reflétait partout le goût infaillible de la propriétaire. Quelle que fût la pièce, et où que l'on posât le regard, on rencontrait de jolies choses, harmonieusement agencées. La cuisine même était chaleureuse, avec ses meubles en bois, ses ustensiles décoratifs et ses murs peints en jaune. L'odeur mêlée de thé et de café qui y flottait ajoutait encore à l'hospitalité du lieu. Tandis qu'elle s'affairait pour lui,
Violaine envoya sa voix vers Olivier à travers les baies vitrées grandes ouvertes. « Vous avez encore dormi au clair des étoiles ? Le ciel est si pur ce matin. La nuit devait être splendide. » Mais madame Valois n'obtint pour toute réponse que le fracas de la piscine. « Quel incongru plongeon !» pensa-t-elle, un sourire aux lèvres. En ressortant, sa surprise changea pourtant de tonalité. Olivier était planté au milieu du jardin, dans un port pour le moins singulier. Entouré de bourdonnements, il demeurait parfaitement calme, les bras légèrement écartés du corps, les paumes grandes ouvertes, la face tournée vers le ciel. Il gardait les yeux clos et ne souriait plus. Olivier s'égouttait au soleil, dans une attitude sculpturale. Son buste, dégoulinant d'eau, était d'ailleurs doré comme le bronze. Le jeune homme devait ce hâle remarquable à l'habitude qu'il avait prise depuis le printemps de sortir la poitrine à découvert à la lumière du matin et du soir. Où donc était passé, se demandait Violaine en le contemplant, le garçon affable qu'elle avait quitté un instant auparavant. Par discrétion, la femme annonça son arrivée en feignant de réprimander sa chatte, laquelle, en se mêlant affectueusement à ses pas, risquait de tout lui faire renverser. Aussitôt, Olivier quitta sa quiète solitude et retrouva le sourire aimable qui lui était si naturel en présence d'autrui. Il reçut avec des caresses la bête ronronnante qui venait à lui. Violaine, attendrie et prévenante, lui tendit d'une main un plateau à café, de l'autre une moelleuse serviette imprégnée du parfum de lavande de la lingère. Olivier refusa de s'éponger, préférant sécher à l'air libre, mais prit avec envie la petite tasse brûlante d'où s'échappaient de délicates volutes. Il faut dire que le café de madame Valois était infiniment plus goûteux que celui qu'on lui servait au foyer. Il s'était attablé sous le kiosque en fer-blanc du jardin où le soleil donnait déjà. Tandis que Violaine savourait son puissant thé noir en écoutant avec intérêt le récit qu'il lui faisait de sa soirée avec Hakan, Olivier s'était resservi 2 fois du café. La femme se réjouissait de cette amitié qu'elle sentait profonde malgré sa récence, malgré aussi l'écart d'âge des 2 hommes. Et la familiarité qui s'était installée entre Hakan et Olivier le rendait un peu moins étranger, un peu moins mystérieux à ses yeux. Vous venez d'entendre un extrait du premier roman en cours d'écriture de Damien Tabillon. Je ne manquerai pas de vous annoncer sa sortie quand elle surviendra. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.